Les chefs coutumiers veulent davantage être impliqués dans le processus du retour de la paix dans le pays. Pour ce faire, ils ont annoncé avoir porté plainte contre les évêques de la Senco et de l'ECC qui se sont unilatéralement accaparés le lead de la médiation, disent-ils. Ce jeudi, les élèves de la 8e année seront évalués à travers une preuve nationale déterminante pour leur future orientation scolaire et professionnelle. L'épreuve s'étiendra sur l'ensemble du pays, y compris dans des centres d'examen situés hors frontières. Plus d'1,5 million de candidats sont attendus. Un mot de culture dans ce journal avec la participation de Félix Tshisekedi à l'ouverture de la première édition du Festival mondial de la musique et du tourisme. Programmé du 16 au 18 juillet, le chef de l'État rassure que ce moment incarne un espace de rencontre, de dialogue et de communion entre les peuples. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le coup d'envoi du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle 2025 sera donné ce jeudi dans l'ensemble du pays, ainsi que dans des centres d'examen situés hors frontières, pendant 2 jours. Le 16 et le 17 juillet, des élèves de 8e année seront évalués à travers cette épreuve nationale déterminante pour leur future orientation scolaire et professionnelle. Ils sont au nombre de 1 590 471 candidats, dont 722 893 filles, d'après l'inspecteur général à l'éducation nationale. Les épreuves du TENASOSP sont prévues pour les dates du 17 et du 18 juillet 2025. Et donc, c'est déjà demain. Alors, toutes les dispositions ont été prises. Les cahiers d'items ont été acheminés jusqu'au plus fin fond de notre pays, que ce soit dans des provinces qui sont sous occupation de l'armée étrangère, que dans les territoires nationaux sous contrôle 100% de l'État congolais. Et là, demain, tout sera bien parti. Et pour ce qui est de la province de l'Ituri, le gouvernement s'était décidé pour prendre aussi en charge les frais de participation des candidats de l'Ituri. Et le dossier de l'Ituri a été aussi bien examiné. Au moment où je vous parle, le dossier est déjà sur la table de son Excellence, Monsieur le ministre de Finances. Nous avons obtenu en fait notre DTO. Nous avons aussi obtenu l'aval et dans quelques instants, sûrement dans 1 ou 2 jours, nous aurons l'OPI qui va permettre à ce que nous puissions payer les intervenants qui ont fait le travail dans cette province administrative qui comprend 3 provinces éducationnelles du Sud Kivu 1, Sud Kivu 2 et Sud Kivu 3. Le bureau de la Chambre basse du Parlement a échangé mardi soir avec la délégation du panel des facilitateurs de la médiation africaine pour la paix et la stabilité en République démocratique du Congo qui séjourne à Kinshasa dans le cadre d'une mission d'information auprès des autorités congolaises. La rencontre a eu lieu à l'hôtel du Fleuve. La délégation congolaise a été conduite par son premier vice-président Jean-Claude Tshilumbai. C'est une séance d'information avec le bureau de l'Assemblée nationale. Jean-Claude Tshilumbai, à la tête de la délégation, s'est fait accompagner du rapporteur Jacques Ndjouli Esengekili et de la questeur adjointe Grasne Mapai Ninié. Objectif, donner la position congolaise, particulièrement celle de l'Assemblée nationale, concernant la crise dans l'Est de la République. Un échange fructueux avec l'équipe dirigée par les anciens chefs d'État, à savoir Catherine Samba Panza de la République centrafricaine et Chalewa Gzedwe de l'Éthiopie sur la situation en RDC. La sortie de crise, les efforts du Parlement congolais, l'appropriation par la population de l'accord de paix de Washington et l'accompagnement de l'Union africaine ont fait également l'objet de ces échanges. Ils sont désignés par l'Union africaine qui a souhaité échanger avec le bureau de l'Assemblée nationale comme représentation nationale pour avoir notre part de version sur
la crise qui secoue le pays et les possibilités qui sont envisagées dans le cadre de cette facilitation pour en sortir. C'est ce que nous sommes venus. Ils ont plus souhaité en savoir un peu plus de notre conception de ce que nous savons de la crise et des efforts qui sont fournis ici dans le cadre de sa résolution. Au nom du bureau, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Isaac Jean-Claude Chilumbayi, a salué l'engagement des États africains qui rejoint les initiatives déjà entamées avec la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU sur la sortie des crises sécuritaires et humanitaires depuis 30 ans et grâce à cette séance d'information qui a permis de clarifier la position de l'Union africaine. Après avoir reçu la directrice des humanitaires de l'UNICEF, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale Nathalie Aziza Mounana, très engagée pour le rétablissement de la paix derrière la première ministre et le président de la République Félix Tshisekedi, a elle aussi été l'hôte des membres du panel de facilitateurs de la médiation africaine pour la paix en République démocratique du Congo. C'est une journée chargée pour la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana. C'est lundi 14 juillet 2021. Dans la matinée, elle a accordé une audience à la directrice des opérations d'urgence de l'UNICEF, Madame Lucia. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la coopération du gouvernement avec les humanitaires. Réfléchir sur les prochaines étapes d'intervention du gouvernement congolais et de l'UNICEF auprès des populations sinistrées de manière générale et conséquente. Je suis venu aujourd'hui avec son excellence la ministre pour avoir son appréciation et son avis par rapport à la situation des enfants aujourd'hui en RDC. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les prochains états de la crise pour apporter une réponse multisectorielle à la situation des enfants, des communautés. L'UNICEF, bien sûr, il va continuer avec l'appui de tous les systèmes des Nations Unies, la crise, et pour aider les enfants, surtout les enfants qui ont été traumatisés par les conflits, à avoir un appui psychosocial qui soit intégré dans les services sociaux de base. Après l'audience accordée à l'UNICEF, direction Fleuve Congo Hôtel, où elle a été reçue par Madame Catherine Samba Panza, ancienne présidente de la République centrafricaine, et Salewok Zewende, ancienne présidente de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Toutes deux membres du panel des facilitateurs de la médiation africaine pour la paix en République démocratique du Congo. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mission diplomatique du panel de haut niveau de l'Union africaine, chargée d'accompagner les efforts de paix, des réconciliations et des relèvements post-conflit. Nathalie Aziza Mounana a présenté les grands axes de sa feuille de route axée sur l'assistance d'urgence, la réinsertion communautaire, la promotion de la solidarité nationale et la valorisation des initiatives locales pour la paix. Dans la perspective de développement économique de Lumumba-Ville, ville récemment créée dans la province du Sankuru pour rendre hommage au héros national Patrice Emery Lumumba, le ministère de l'économie nationale a un rôle majeur à jouer. C'est dans ce cadre qu'une délégation des investisseurs chinois conduite par Jean Télé Oudimba, le président de la fondation Lumumba, a rencontré le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, à Kinshasa. Le désenclavement de la province du Sankuru, avec la construction de près de 1395 km de routes, la réhabilitation des ports pour favoriser la communication fluviale et la construction des ponts sont dans des projets soumis à ce membre du gouvernement. Daniel Mukoko Samba a exprimé sa détermination et sa participation pour que le Sankuru redevienne un grenier du pays et un véritable zone de développement économique. Pour la partie chinoise, entrepreneur, Madame Yang Yang a rassuré que des projets sont en cours d'exécution, notamment dans l'agriculture, le photovoltaïque et l'immobilier pour le développement de Lumumba-Ville. La RDC, c'est un pays qui a beaucoup de ressources, il y a beaucoup d'opportunités et ça nous tire les attentions de venir ici. Cette fois-ci, nous sommes venus avec le projet d'agriculture, énergie, photovoltaïque et aussi la construction. Bon, nous voulons
réaliser ces projets avec le soutien du gouvernement, des ministres de l'économie. Membre du conseil d'administration de Lumumba-Ville, Joseph Tété a souligné l'importance de ces échanges pour renforcer la coopération stratégique afin que Lumumba-Ville présente l'image du héros national. Les différents partenaires stratégiques chinois qui nous accompagnent dans le projet Lumumba-Ville, mais qui doit s'extendre aussi pour nos différentes provinces, et surtout de bénéficier de l'appui de son Excellence Monsieur Vice-Premier ministre, ministre de l'économie, et qui est un encouragement fort de la part du gouvernement afin que les projets porteurs de la Fondation Lumumba-Ville par rapport à cet héros national que nous devons faire valoir de sa vision projective pour notre meilleur devenir commun. Ces échanges entre le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale et les entrepreneurs chinois constituent un véritable ouf de soulagement pour les habitants de Lumumba-Ville avec ces deux communes, Ewango et Wembonyama. Début de l'atelier de renforcement des capacités des cadres et agents relevant de l'administration du ministère des hydrocarbures, patronné par le ministre de tutelle, Aimé Molendo Sakombi. Le lancement a eu lieu aujourd'hui et pendant 4 jours, les participants seront formés sur des nouvelles bases. C'est une grande opportunité pour les cadres et agents du ministère des hydrocarbures dans la manière d'examiner les rapports venant des opérateurs. Cet atelier de renforcement de capacité, une initiative du ministre des hydrocarbures, Aimé Sakombi Molendo, pour la formation adéquate de chaque personnel de l'administration et du cabinet. L'agent n'est pas formé par hasard. L'agent est formé par rapport à son profil, bien entendu, son profil académique, mais surtout son profil administratif. Celui qui travaille aux ressources humaines a un cursus et un profil de formation différent du juriste qui est aux énergies nouvelles. Pour ces premiers jours de formation, le module dispensé a porté sur la lecture, analyse et interprétation des rapports d'activité des opérateurs du secteur exploration-production pétrolière. Nixon Dinga, l'un des formateurs, donne ici les objectifs et les bénéfices de ces assises. Cette formation va permettre aux agents de l'administration et aux agents du cabinet de parler d'égal à égal, d'être en mesure de lire, d'interpréter les rapports qu'ils reçoivent des opérateurs. Et pour bien comprendre ces rapports, ces agents doivent être renforcés, sinon il y aura un discours de sourd-muet parce que l'administration veut comprendre qu'est-ce que les opérateurs rapportent et faire des notes d'observation à l'opérateur au cas où il y a quelque chose qui ne va pas. La satisfaction des participants pour des nouvelles connaissances. Disons vraiment grand merci à nos autorités et nous pensons que cet atelier va vraiment nous enrichir davantage pour le bonheur et surtout le développement de notre secteur. Débuté ces jours, la clôture interviendra le samedi 19 juillet 2025. Le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, Télésphore Ndumba Kilima, appelle les Congolais à la prise de conscience des maladies rénales et propose un dépistage rapide pour une meilleure prise en charge médicale. Il l'a dit lors de son témoignage à l'occasion d'une matinée pour les 10 ans de greffe rénale d'un Congolais organisé à l'université de Kinshasa. C'est une matinée émouvante et pleine de sens à la manœuvre. Un patient congolais greffé des reins. Télésphore Ndumba Kilima a célébré ses 10 ans de greffe rénale réussie en présentant un témoignage poignant aux cliniques universitaires de Kinshasa. Visiblement ému, il a tenu à exprimer publiquement sa gratitude envers les médecins néphrologues et aussi à transmettre un message d'espoir aux autres personnes qui souffrent de cette maladie. J'ai témoigné pour sauver des vies. J'ai été transplanté en 2015, le 13 juillet, et aujourd'hui nous sommes en 2025. Le 13 juillet c'était hier dimanche. Aujourd'hui on a voulu témoigner, continuer à témoigner, parce que de mon témoignage, je reçois beaucoup d'appels, beaucoup de gens qui sont malades, qui me rejoignent, qui me demandent, et je les aide avec des orientations. Ces instants de témoignage ont également été une occasion pour Télésphore Ndumba Kilima d'interpeller les autorités et surtout de plaider pour une meilleure prise en charge des patients souffrant d'insuffisance rénale en RDC. Ceux qui ont des problèmes de reins, qui ne perdent pas espoir, ils peuvent croire, parce que moi je suis un exemple vivant. Ils
peuvent croire à ce que après la transplantation, après la maladie, on peut guérir comme moi je le suis. L'Association congolaise des personnes avec la maladie des reins, organisatrice de l'événement, poursuit son engagement en faveur de personnes vivant avec une maladie rénale chronique en République démocratique du Congo. À travers une approche globale, elle articule son action autour des 4 axes majeurs. Et le dépistage de maladies rénales est à la portée de tous. Il est essentiel pour prévenir les complications graves. Tel est le message fort lancé le lundi dernier lors de cette rencontre de sensibilisation par le docteur Janine Loussé, néphrologue. Tenez, cette journée des témoignages a servi de levier, de plaidoyer en faveur d'un meilleur accompagnement des patients et d'un système de santé plus inclusif pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale. La matinée s'est clôturée par une remise des cadeaux des néphrologues au président de l'Association congolaise de malades des reins et vice-versa. Malgré l'ambiance, les images que vous vous apprêtez de voir ne mettent pas en scène une parade qu'il y a eu lieu au camp Tchachi, mais plutôt le ravitaillement des familles militaires en semoule de maïs, made in service national. Le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabwik a fait lui-même une visite d'inspection pour se rassurer du strict respect des consignes du chef de l'État pour l'épanouissement des familles militaires. Sous le régime de Félix Tshisekedi, les feuilles militaires ne seront jamais abandonnés à leur sort. Le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabwik et les bâtisseurs du service national travaillent d'arrache-pied pour prendre soin des femmes et enfants militaires. Voilà qui justifie la présence du commandant du service national dans plusieurs camps militaires, entre autres camp Tchachi, pour inspecter et assurer du strict respect des instructions du chef de l'État Félix Tshisekedi dans les opérations des ravitaillements et d'assurer le bon déroulement. Dans les camps militaires, c'est la joie, cette joie qui motive les agents engagés dans différents services. Pendant que sur les marchés, un sac de semoule de 25 kilos est vendu jusqu'à 85 000 francs congolais, les services nationaux vendent toujours chaque quantité de farine d'une qualité supérieure à 18 000 francs congolais et les camps militaires explosent de joie et remercient les autorités car ça n'a jamais été pareil avant Félix Tshisekedi. Merci mingi na papa Fati Beton, papa merci na Osalbiso, basi basoda. Ça qui a semu to so mo libanda ba 70 quelques mille. Mais ah to so mi na 18 000 francs congolais à Pamba, bana nanga ba olia bien. Lelo to gomo so ma kuna 18 000 francs, banda to so ma ba 55 ba 70 000, c'est pelle makasi. Après ravitaillement des camps, les commandants du service national a visité une minoterie dont les travaux de construction tendent vers la fin pour que désormais la farine soit produite à Kinshasa. Le service national a un calendrier des actions du développement de la RDC selon la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. Parlons à présent de développement et infrastructure dans la province du Lualaba. Chez Fifi Masuka Saini, René Lumona Moubondé propose l'élargissement des travaux de réhabilitation et construction des routes jusqu'à la cité Gécamine de Luilou, située à une dizaine de kilomètres de Kolesi. Ici où je suis, c'est dans la route numéro 39. Donc, de Kolesi, ville de Kolesi, qui relie la ville de Kolesi et le quartier, bien la cité Luilou. Il y a deux cités ici, la cité UCK et la cité Luilou. Les cités Gécamine, des anciennes cités. Et ici, du côté Luilou, là se trouve l'usine de Kamoto. Vraiment, c'est une route abandonnée. Une route délaissée par le gouvernement provincial. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas dans les projets de société du gouverneur. Cette route ici n'est pas indiquée, n'est pas mentionnée, on ne sait pas. La réalité c'est ça, par rapport à ce que vous racontez à Kinshasa, jour et nuit. Et je vous dis, votre façon de faire, vous tuez la République et vous tuez les gens. Et je signale que la poussière de Kolwezi, c'est une poussière iranifère. Il y a de l'uranium partout. Donc il faut attendre 2 jours, 3 jours, 4 jours, dans une semaine. Les gens vont mourir ici, à Kolwezi. Les conséquences ici, c'est parce qu'il y avait eu une mauvaise élection. Lorsqu'on a un gouverneur incompétent, il va faire un gouvernement familial, la population de l'île est oubliée.
Les conséquences, c'est quoi? C'est parce que nous avons une assemblée provinciale tribale. Voilà les conséquences. Maintenant, la population commence à souffrir, à payer les prix. Voilà les conséquences. Mais je demande au chef de l'État de regarder très bien la situation. Au Katanga, où nous ne sommes plus sûrs que Jacques Yaboula Katoué demeure gouverneur, la fondation katangaise a élu un nouveau président après 12 mois de transition à sa tête. Ce mandat de 2 ans s'inscrit dans la continuité des actions de plaidoirie menées en faveur de vulnérables durant ces dernières années. Renouvellement du comité de la fondation katangaise. Banga Mukose Dieudonné réélu président pour un nouveau mandat après une transition réussie de 12 mois. La fondation katangaise a procédé au renouvellement de son comité directeur à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire réunissant l'ensemble des délégués des associations socioculturelles membres. À l'unanimité, Banga Mukose Dieudonné a été réélu président de cette structure fédératrice pour un mandat de 2 ans. Sur 37 votants, un a exprimé un vote défavorable et un autre s'est abstenu. Je ne peux passer sous silence, car pendant que nous cherchons à préserver notre cohésion interne, le pillage continu des ressources naturelles du Katanga, sans retombée visible pour nos populations, alimente un sentiment croissant de dépossession et d'injustice historique. Cette élection hautement symbolique marque non seulement la consolidation des acquis, mais également la reconnaissance des efforts déployés par le président durant la période transitoire qu'il a conduite avec rigueur et sens de responsabilité. Sous sa direction, la Fondation s'est affirmée comme un espace de dialogue, de promotion de la culture katangaise, des plaidoyers en faveur du développement du Grand Katanga, ainsi que de défense des intérêts des populations autochtones katangaises. Le scrutin s'est déroulé dans un climat de transparence, de sérénité et d'unité, en présence des représentants des différentes communautés du Katanga. Le choix porté sur Banga Mukose Dieudonné témoigne d'une confiance renouvelée dans son leadership ainsi que de l'adhésion de membres à sa vision fédératrice. Religions à présent, réunis au sein de l'Alliance des autorités traditionnelles et coutumières pour le Grand Congo, les chefs coutumiers de la RDC ont déposé une plainte ce mercredi à la Cour de cassation contre les responsables de la SENCO et de l'ECC. Dans leur démarche visant le dialogue national, les autorités coutumières dénoncent ce qu'ils considèrent comme une usurpation du pouvoir coutumier. Ils sont en colère. Eux, ce sont les différents chefs coutumiers de la République démocratique du Congo réunis au sein de l'Alliance des autorités traditionnelles et coutumières pour le Grand Congo. Ces derniers s'insurgent contre les actes posés par les responsables de la Conférence épiscopale nationale du Congo et de l'Église du Christ Congo qui, sans qualité ni mandat légal, se sont permis d'organiser un dialogue dit national et d'intervenir sur des questions relevant exclusivement des prérogatives coutumières reconnues par la Constitution. Mercredi, les chefs coutumiers de la TCC ont déposé une plainte auprès du procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondé contre les responsables de la SENCO et de l'ECC. Se référant à l'article 207 alinéa 4 de la Constitution, les autorités coutumières de la TCC dénoncent une usurpation du pouvoir coutumier. Sa Majesté Lembalé Mbankele Katoa est le président national. L'Église, l'ECC et SENCO, ils ont fait le tour du monde, aller chercher la sagesse. Alors que nous sommes sages, ils nous ont laissé derrière eux en violation, flagrance de notre Constitution. Dans son article 207, alinéa 4. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous sommes venus saisir officiellement la justice pour qu'ils puissent nous départager avec la SENCO et l'ECC, qui nous disent la cohésion nationale est confiée à qui? Aux autorités traditionnelles que nous sommes ou aux hommes de Dieu. Nous ne sommes pas contre eux, mais ils doivent respecter la Constitution.
Pour ces faits infractionnels, les chefs coutumiers ont sollicité l'ouverture d'un dossier judiciaire en charge des responsables de la SANCO et de l'ECC afin d'établir les responsabilités et de rétablir l'ordre constitutionnel. L'église des sacrificateurs a tenu ce mercredi 16 juillet à Kinshasa une conférence de presse pour affirmer que le Christ que beaucoup de Congolais attendent est déjà de retour parmi nous depuis novembre 1963 en la personne de Kadima Bakenge Moussangilai. Les souverains sacrificateurs sont régés par les Congolais et la source de tous nos malheurs, a affirmé Jacques Kambayi Kazadi, chef de la sacrificature de Kinshasa, qui, par la même occasion, a lancé un appel au chef de l'État pour une reconnaissance afin de mettre fin aux différents maux qui rongent le pays. Comment mettre fin au cycle de violence et aux différents maux qui rongent la République démocratique du Congo, selon l'église des sacrificateurs qui a tenu une conférence de presse ce mercredi 16 juillet 2025 à Kinshasa pour annoncer les programmes de la campagne du Christ Kadima. Christ qui, selon Jacques Kambayi Kazadi, chef de la sacrificature de Kinshasa, est déjà de retour en République démocratique du Congo depuis novembre 1963 en la personne de Kadima Bakenga Moussangilai, date à laquelle Dieu s'est révélé à lui avec une mission de mettre fin au mal sur terre. Pour l'église des sacrificateurs, la reconnaissance de cet accomplissement des prophéties bibliques capitales pour la vie de la nation congolaise est une affaire de tous. Lançons un appel solennel au gouvernement, en l'occurrence au chef de l'État, pour qu'il reconnaisse ce mystère et l'inscrive désormais dans l'histoire nationale, pour qu'ils ouvrent la voie à l'enseignement, à la recherche, à la proclamation de cette lumière dans le monde entier. C'est la plus grande richesse que le Congo détient, la véritable solution que le Congo apporte aux problèmes de l'humanité. À vous, femmes et hommes de médias, gardiens de la mémoire collective, passeurs d'informations et éclaireurs de notre époque, nous vous appelons avec foi et respect à porter ce message avec responsabilité, à investiguer, interroger, publier, mais surtout à donner voix à cette révélation capitale. Selon les sacrificateurs, cette révélation capitale marque un tournant historique et spirituel pour la RDC et le monde entier. Cette campagne va se poursuivre avec d'autres événements, dont l'organisation d'une caravane motorisée à travers la ville de Kinshasa. La ville de Lubumbashi a aussi abrité la 4e édition de la conférence nationale de la microfinance. Le thème choisi était « Digitalisation des produits et services financiers comme facteur clé de la résilience du secteur congolais de la microfinance ». Plusieurs institutions du secteur dans le pays ont participé à ces assises tenues sous l'égide de la Banque mondiale dans le cadre de son programme Transform. Placé cette année sous le thème de la digitalisation des produits et services financiers comme facteur clé de la résilience du secteur congolais de la microfinance, les travaux de la 4e édition de la conférence nationale de la microfinance ont été lancés lundi 14 juillet 2025 au chapiteau du Pullman Grand Caravia de Lubumbashi par le ministre provincial des Finances John Muloba Kitunge au nom du gouverneur du Haut-Katanga. Organisé par l'Association nationale des institutions de la microfinance et l'Association professionnelle des coopératives d'épargne et de crédit du Congo, avec l'appui de la Banque mondiale avec son programme Transform, ces assises auxquelles prennent part les membres des institutions de la microfinance, des coopératives d'épargne et de crédit, des délégués du ministère des Finances et ceux de la Banque centrale du Congo ainsi que de partenaires techniques et financiers visent à sensibiliser les parties prenantes à l'importance de la microfinance pour le développement inclusif, à promouvoir des pratiques durables, à encourager l'innovation dans les secteurs, à la digitalisation des produits. Le moment est le lieu d'adresser nos hommages les plus déférents au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision éclairée par rapport aux finances et à l'économie nationale, envers lesquelles la préoccupation prioritaire est leur restauration absolue. L'attention soutenue du chef de l'État sur le secteur des finances en général et de la microfinance en particulier s'est traduit notamment par l'engagement du gouvernement central à travers
la mise en œuvre de réformes dont la finalité est la croissance de la microfinance et une croissance saine. Ces assises se clôturent ce 16 juillet 2025. Les panels, les tables rondes, les plénières et les expositions des produits et services des institutions des microfinances et coopératives d'épargne et de crédit sont prévus au programme. Un mot de sport à présent. La présidente du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football, Belinda Lutandila, a reçu le mécène sportif congolais Yasanté Moulongoy, qui est, aussi souvenez-vous, président de Allez-y les Léopards rénovés. Les deux personnalités ont abordé les questions d'intérêt pour le développement du football et l'accompagnement de Yasanté Moulongoy en tant qu'expert en la matière au nouveau comité mis en place. Tant Yasanté Moulongoy requinqué par les résultats des Léopards football senior lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, mais un peu déçu des résultats des Léopards dames. C'est dans cet état d'esprit qu'il a été reçu par la nouvelle présidente du comité de normalisation de la FECOFA, Madame Belinda Lutandila, avec qui ils ont passé en revue la situation du football congolais sur tous les plans. Et le mécène sportif congolais ressort de cette audience rassurée. Vraiment, on a bien causé, on a discuté comment monter une équipe dynamique qui puisse faire qualifier notre équipe nationale à la Coupe du Monde. Et puisqu'il y a les gens qui sont là et qui jouent les grands rôles dans l'ombre pour l'accompagnement de la vision du chef de l'État avec l'épanouissement de notre jeunesse. Mais aujourd'hui, avec la maman présidente, je suis sûr et je vous parle avec conviction que nous serons qualifiés avec cette équipe dynamique que nous allons monter ensemble avec la Fédération congolaise de football. Je pense bien que notre équipe nationale sera qualifiée à la Coupe du Monde selon la vision de notre cher chef de l'État. Yasanté Moulongoy a profité de l'occasion pour rendre hommage mérité à tous ceux qui soutiennent le football congolais dans l'ombre et surtout le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la réalisation des différents projets en faveur du relèvement du football de la RDC. Il faut encourager le peuple congolais, puisque quand le peuple congolais est derrière leur équipe nationale, et toujours nous gagnons tous ces matchs-là, puisque 51 ans, c'est beaucoup dans la vie d'une personne de ne pas aller à la Coupe du Monde, alors que nous étions les premiers pays à aller à la Coupe du Monde au sud du Sahara. Essayons un peu d'oublier nos divergences, qu'on puisse rester ensemble et aller à la victoire finale et faire dépasser cette montagne qui nous gêne. Mécène sportif congolais, président de la structure Allez-y les Léopards rénovés, Yasanté Moulongoy ne jure que sur les relèvements du football congolais à tous les niveaux et compte sur l'appui de tous les amoureux du ballon rond pour y arriver. Ouverture ce mercredi à Kinshasa, capitale de la rumba, de la première édition du Festival mondial de la musique et du tourisme, programmé du 16 au 18 juillet. Pour le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ce festival incarne un espace de rencontre, de dialogue et de communion entre les peuples autour de la diversité, de leur culture et de leur expression artistique. Plusieurs pays du monde y prennent part. Berceau d'une mosaïque de cultures et de paysages à couper le souffle, la République démocratique du Congo méritait un festival international digne de la grandeur de son âme et de la beauté de ses terres. Cette initiative conjointe des ministères du tourisme et celui de la culture, art et patrimoine avec l'appui de ONU Tourisme est vue par le chef de l'État comme un symbole fort de la richesse culturelle du pays, capable de promouvoir la paix et l'unité entre les communautés. Ce festival incarne pleinement notre volonté de mobiliser les forces culturelles et créatives de la nation pour raffermir l'unité nationale et projeter avec fierté et ambition une image renouvelée, positive et inspirante de la République démocratique du Congo sur la scène internationale. Pour le patron du tourisme de la RDC, Didier Pambia, autant pour Yolande Elébé, tutelle de la culture, ce festival appelé à devenir annuel s'inscrit dans le cadre des efforts visant à valoriser les ressources culturelles en faveur d'une croissance inclusive et du renforcement des échanges interculturels à travers toute l'Afrique. Le lien établi entre la musique et le tourisme
à travers cette première édition du festival permettra donc aux artistes d'étaler des talents diversifiés, incarnés dans le soft power culturel et exprimés à travers la danse, des concerts, des soirées thématiques où l'art, la gastronomie et la culture offrent aux visiteurs et aux participants à ce festival des spectacles inoubliables. Placé sous le thème La route de la rumba, le tout premier festival mondial de la musique et du tourisme reparti sur 3 sites, le centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale, l'esplanade du Palais du Peuple et l'échangeur de l'Imété propose durant 3 jours un programme riche composé de spectacles, concerts, panels et forums, le tout dans une ambiance mêlant kermesse et village culturel. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Les chefs coutumiers veulent davantage être impliqués dans le processus de retour de la paix dans le pays. Pour ce faire, ils ont annoncé avoir porté plainte contre les évêques de la Senco et de l'SCC qui se sont unilatéralement accaparés le lead de la médiation. Ce jeudi, les élèves de 8e année seront évalués à travers une preuve nationale déterminante pour leur future orientation scolaire et professionnelle. L'épreuve se tiendra sur l'ensemble du pays, y compris dans des centres d'examen situés hors frontières. Plus d'1,5 million des candidats sont attendus. Un mot de culture dans ce journal avec la participation de Félix Tshisekedi à l'ouverture de la première édition du Festival mondial de la musique et du tourisme, programmé du 16 au 18 juillet. Le chef de l'État rassure que ce moment incarne un espace de rencontre, de dialogue et de communion entre les peuples. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Et toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.